Imagine un instant que tu te retrouves assis en face de quelqu'un que tu aimes profondément. Peut-être ta mère, ton père, un grand-parent ou même un vieil ami que tu connais depuis des décennies. Et pendant que vous parlez, tu remarques quelque chose, un comportement, une habitude, une façon de réagir qui t'agace légèrement, peut-être même beaucoup, mais tu ne dis rien. Tu souris, tu hoches la tête et tu gardes tout ça pour toi parce que tu ne sais pas comment le dire, ou parce que tu as peur de blesser, ou simplement parce que tu te demandes si c'est vraiment important. Eh bien, je voudrais te dire aujourd'hui que oui, c'est important. Pas parce qu'il faut critiquer les personnes âgées, loin de là. Parce que tu ne sais pas comment le dire, ou parce que tu as peur de blesser, ou simplement parce que tu te demandes si c'est vraiment important. Eh bien, je voudrais te dire aujourd'hui que oui, c'est important. Pas parce qu'il faut critiquer les personnes âgées, loin de là, mais parce que ces habitudes que tout le monde remarque et que personne n'ose nommer, et je nous parle de quelque chose de profond. Mais parce que ces habitudes que tout le monde remarque et que personne n'osait nommer, elles nous parlent de quelque chose de profond. Elles nous parlent de peur, de solitude, de besoin de contrôle, de dignité, d'identité. Et comprendre cela vraiment, comprendre cela, c'est une porte vers plus de compassion, plus de patience et aussi une invitation à réfléchir à notre propre vieillissement, à la façon dont nous voulons traverser cette période de la vie. Je suis Christophe André, psychiatre et auteur, et depuis de nombreuses années, je m'intéresse à la façon dont les émotions traversent nos vies. J'ai travaillé avec des patients de tous âges, et ce qui m'a toujours frappé, c'est que les comportements humains, même les plus agaçants en apparence, ont toujours une logique intérieure. Ils ont toujours une raison d'être. Je suis Christophe André, psychiatre et auteur, et depuis de nombreuses années, je m'intéresse à la façon dont les émotions traversent nos vies. J'ai travaillé avec des patients de tous âges, et ce qui m'a toujours frappé, c'est que les comportements humains, même les plus agaçants en apparence, ont toujours une logique intérieure. Ils ont toujours une raison d'être, et cette raison, quand on prend le temps de la chercher, elle nous touche, elle nous humanise. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on passe un moment ensemble autour de ce sujet délicat, souvent évité, parfois tabou. Les remarques, parce que remarquer quelque chose d'agaçant chez une personne âgée que l'on aime, ça peut faire naître une honte. Comme si on n'était pas assez patient, pas assez aimant, pas assez reconnaissant. Ces 8 habitudes que l'on observe souvent chez les personnes vieillissantes. Ces comportements qui peuvent créer de la friction dans les relations, qui peuvent épuiser les proches, qui peuvent même générer de la culpabilité chez ceux qui les remarquent. Parce que remarquer quelque chose d'agaçant chez une personne âgée que l'on aime, ça peut faire naître une honte, comme si on n'était pas assez patient, pas assez aimant, pas assez reconnaissant. Mais la vérité, c'est que la patience n'est pas l'absence d'agacement. La patience, c'est la capacité à traverser l'agacement avec grâce. Et pour traverser quelque chose avec grâce, il faut d'abord le comprendre. La première habitude dont je voudrais te parler, c'est celle de répéter toujours les mêmes histoires. Tu la connais probablement. Tu es à table en famille et pour la 15e fois, ton père ou ta mère commence à raconter l'histoire de ce voyage qu'ils ont fait en 1972 ou cette anecdote sur leur patron d'autrefois. Alors installe-toi confortablement. Prends une grande respiration et laisse-moi te guider à travers ces 8 habitudes avec toute la douceur et la profondeur que ce sujet mérite. La première habitude dont je voudrais te parler, c'est celle de répéter toujours les mêmes histoires. Tu la connais probablement. Tu es à table en famille et pour la 15e fois, ton père ou ta mère commence à raconter l'histoire de ce voyage qu'ils ont fait en 1972 ou cette anecdote sur leur patron d'autrefois ou ce souvenir d'enfance que tu connais par cœur, presque mot pour mot, et tu regardes autour de toi. Les autres hochent la tête poliment. Certains échangent un regard discret. Personne ne dit rien. Les troubles amnésiques peuvent effectivement amener quelqu'un à oublier qu'il a déjà raconté une histoire, mais ce n'est pas toujours le cas. Souvent, ces répétitions ont une toute autre signification. Pense à ce que représente une histoire qu'on raconte encore et encore. C'est un moment de vie qu'on a besoin de tenir. C'est une identité qu'on cherche à préserver. Quand on vieillit, on perd beaucoup de choses, on perd des rôles. Pourquoi les personnes âgées répètent-elles les mêmes histoires? La réponse la plus simple serait de dire que c'est la mémoire qui flanche. Et parfois, c'est vrai. Les troubles amnésiques peuvent effectivement amener quelqu'un à oublier qu'il a déjà raconté une histoire, mais ce n'est pas toujours le cas. Souvent, ces répétitions ont une toute autre signification. Pense à ce que représente une histoire qu'on raconte encore et encore. C'est un moment de vie qu'on a besoin de tenir. C'est une identité qu'on cherche à préserver. Quand on vieillit, on perd beaucoup de choses.
On perd des rôles, on n'est plus le parent actif, le professionnel compétent, la personne indépendante, on perd des proches, on perd parfois sa santé, sa mobilité, sa liberté. Nous avons tous besoin que notre vie ait du sens, que ce que nous avons vécu soit reconnu. Et quand ce besoin de reconnaissance n'est pas suffisamment nourri dans le présent, on se tourne vers le passé. On y cherche des preuves de notre valeur. J'ai eu un patient, je vais l'appeler Henri, un homme de 78 ans, ancien ingénieur, très vif intellectuellement. Et dans ce contexte de pertes multiples, les histoires du passé deviennent désancrées. Elles disent « j'ai vécu quelque chose, j'ai compté, j'ai existé ». Il y a quelque chose de profondément humain là-dedans. Nous avons tous besoin que notre vie ait du sens, que ce que nous avons vécu soit reconnu. Et quand ce besoin de reconnaissance n'est pas suffisamment nourri dans le présent, on se tourne vers le passé. On y cherche des preuves de notre valeur. J'ai eu un patient, je vais l'appeler Henri, un homme de 78 ans, ancien ingénieur, très vif intellectuellement. Sa famille se plaignait qu'il répétait sans cesse les mêmes anecdotes professionnelles. Ses enfants levaient les yeux au ciel. Mais quand j'ai pris le temps de parler avec Henri, j'ai compris quelque chose. Ces histoires étaient sa façon de dire « je suis encore quelqu'un ». Alors la prochaine fois que tu entends la même histoire pour la 10e fois, avant de soupirer intérieurement, demande-toi qu'est-ce que cette personne cherche à me dire sur elle-même. Qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre en retour? Ces histoires qu'il racontait, c'étaient des histoires où il était compétent, admiré, utile. Et dans sa vie actuelle à la maison, retraité, légèrement dépendant, il ne se sentait plus ni compétent, ni admiré, ni utile. Ces histoires étaient sa façon de dire « je suis encore quelqu'un ». Alors la prochaine fois que tu entends la même histoire pour la 10e fois avant de soupirer intérieurement, demande-toi qu'est-ce que cette personne cherche à me dire sur elle-même. Qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre en retour? Parfois, un simple « oui ». Tu as vraiment accompli quelque chose d'important à cette époque peut faire plus qu'une heure de conversation. La deuxième habitude, et celle-là, elle est peut-être encore plus délicate à aborder, c'est la tendance à se plaindre constamment. La santé, le temps qu'il fait, les voisins, les prix qui augmentent, la jeunesse d'aujourd'hui, la politique, la famille qui ne vient pas assez souvent. Tout devient souquet à plainte. Et je voudrais ajouter quelque chose d'important ici. Écouter une histoire pour la 10e fois, ce n'est pas perdre son temps, c'est offrir quelque chose d'infiniment précieux à quelqu'un qui en a besoin. C'est un acte d'amour même quand c'est difficile. La deuxième habitude, et celle-là, elle est peut-être encore plus délicate à aborder, c'est la tendance à se plaindre constamment. La santé, le temps qu'il fait, les voisins, les prix qui augmentent, la jeunesse d'aujourd'hui, la politique, la famille qui ne vient pas assez souvent, tout devient souffrir à plainte. Et au bout d'un moment, les proches commencent à éviter les appels téléphoniques, à raccourcir les visites, à se sentir épuisés après chaque rencontre. C'est une façon de dire « je souffre » sans se mettre en position de vulnérabilité directe. Parce que dire « je souffre, j'ai peur, je me sens seul » demande un courage émotionnel énorme. Mais dire « l'étang est affreux » ou « mes genoux me font mal » ou « les enfants ne viennent jamais », c'est plus accessible. C'est une façon détournée d'exprimer une douleur intérieure. Il y a aussi une dimension de contrôle là-dedans. Ces comportements est l'un de ceux qui créent le plus de distance dans les relations. Et pourtant, si on y regarde de près, il cache quelque chose de très humain. Se plaindre, c'est une façon de communiquer de la souffrance quand on ne sait pas comment le faire autrement. C'est une façon de dire « je souffre » sans se mettre en position de vulnérabilité directe. Parce que dire « je souffre, j'ai peur, je me sens seul » demande un courage émotionnel énorme, mais dire « le temps est affreux » ou « mes genoux me font mal » ou « les enfants ne viennent jamais », c'est plus accessible. C'est une façon détournée d'exprimer une douleur intérieure. Il y a aussi une dimension de contrôle là-dedans. Quand on vieillit, on perd beaucoup de contrôle sur sa vie, on ne peut plus faire tout ce qu'on voulait. Et plus on se sent seul, plus on a de choses dont se plaindre, c'est un cercle qui s'auto-alimente. Ce que j'observe souvent en clinique, c'est que derrière les grandes plaigneurs, il y a des personnes qui ont un immense besoin d'être entendues. Pas nécessairement consolées, pas forcément conseillées, juste entendues. On dépend des autres, et se plaindre, c'est une façon de reprendre un peu de pouvoir, c'est dire « je remarque ce qui ne va pas, je l'exprime, je ne suis pas passif ». Mais le problème, bien sûr, c'est que cette stratégie finit par produire l'effet inverse. Plus on se plaint, plus les gens s'éloignent. Et plus ils s'éloignent, plus on se sent seul. Et plus on se sent seul, plus on a de choses dont se plaindre. C'est un cercle qui s'auto-alimente. Ce que j'observe souvent en clinique, c'est que derrière les grandes plaigneurs, il y a des personnes qui ont un immense besoin d'être entendues, pas nécessairement consolées, pas forcément conseillées, juste entendues. Ça a l'air difficile en ce moment.
et observe ce qui s'y passe. Tu pourrais être surpris. Si ce contenu t'aide à mieux comprendre les personnes qui t'entourent, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble. Ça m'aide vraiment à continuer ce travail. Et quand elles se sentent vraiment écoutées, quand elles sentent que leur douleur est reconnue, les plaintes diminuent souvent naturellement. Alors si tu as quelqu'un dans ta vie qui s'est plaint beaucoup, essaie une fois de ne pas chercher à résoudre, à minimiser ou à changer de souris. Essaie juste de dire « je t'entends ». Ça a l'air difficile en ce moment. Et observe ce qui se passe, tu pourrais être surpris. Si ce contenu t'aide à mieux comprendre les personnes qui t'entourent, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble. Ça m'aide vraiment à continuer ce travail. Un malaise, une irritabilité, parfois même une vraie détresse, les proches trouvent ça agaçant, parfois même étouffant. On a l'impression de ne pas pouvoir être spontané, de devoir tout planifier à l'avance, de marcher sur des œufs. Mais voilà ce que la psychologie nous enseigne sur ce comportement. La routine est un mécanisme d'adaptation et pour les personnes âgées, elle est souvent vitale. Pourquoi ? La troisième habitude, c'est ce que j'appelle la rigidité des habitudes. Tout doit être fait d'une certaine façon, à une certaine heure, dans un certain ordre. Le café à cette heure précise, le journal avant le repas. La promenade, toujours sur le même chemin. Et si quelque chose change, si on propose une sortie imprévue, si le repas s'est servi à une heure différente, si on suggère d'essayer un nouveau restaurant, la réaction peut être disproportionnée. Un malaise, une irritabilité, parfois même une vraie détresse. Les proches trouvent ça agaçant, parfois même étouffant. Perturber cette routine, même avec les meilleures intentions du monde, c'est parfois retirer cette île de stabilité. Et la réaction qui s'ensuit n'est pas de la mauvaise volonté, c'est de l'anxiété. Je me souviens d'une patiente, appelons-la Madeleine, 72 ans, qui vivait seule depuis le décès de son mari. Sa fille me disait qu'elle ne pouvait plus rien faire spontanément avec elle. On a l'impression de ne pas pouvoir être spontané, de devoir tout planifier à l'avance, de marcher sur des œufs. Mais voilà ce que la psychologie nous enseigne sur ce comportement. La routine est un mécanisme d'adaptation et pour les personnes âgées, elle est souvent vitale. Pourquoi ? Parce que le monde devient de plus en plus imprévisible et difficile à gérer quand on vieillit. La mémoire peut faiblir, les capacités physiques diminuent, les repères sociaux changent et dans ce contexte d'incertitude croissante, la routine devient une île de stabilité. Elle dit ici, je sais ce qui va se passer. Ici, je suis en sécurité. Ici, je maîtrise encore quelque chose. Perturber cette routine, même avec les meilleures intentions du monde, c'est parfois retirer cette île de stabilité. Changer ses habitudes, c'était d'une certaine façon perdre encore un peu de lui. Voilà pourquoi il est si important de ne pas rouger ses comportements trop vite. Derrière la rigidité, il y a souvent une histoire d'amour, une histoire de deuil, une histoire de survie. Et la réaction qui s'ensuit n'est pas de la mauvaise volonté, c'est de l'anxiété. Je me souviens d'une patiente, appelons-la Madeleine, 72 ans, qui vivait seule depuis le décès de son mari. Sa fille me disait qu'elle ne pouvait plus rien faire spontanément avec elle. Chaque changement de plan provoquait une crise. Mais quand j'ai exploré avec Madeleine l'histoire de ses routines, j'ai découvert quelque chose de touchant. Beaucoup de ses habitudes avaient été construites avec son mari. Le café à 7 heures, c'était leur café à tous les deux. La promenade sur ce chemin précis, c'était leur chemin. En maintenant, ces routines, elles maintenaient un lien avec lui. Et ces conseils viennent souvent avec une certaine insistance, parfois même une certaine autorité, comme si la personne âgée était convaincue de détenir la vérité. Les enfants adultes, les petits-enfants, les proches se sentent rougés, infantilisés, incompris, et ça génère de la distance, des disputes, des silences. Qu'est-ce qui se passe ici psychologiquement ? Plusieurs choses se mêlent. Elles préservaient quelque chose de leur vie commune. Changer ses habitudes et c'était d'une certaine façon perdre encore un peu de lui. Voilà pourquoi il est si important de ne pas changer ses comportements trop vite. Derrière la rigidité, il y a souvent une histoire d'amour, une histoire de deuil, une histoire de survie. La quatrième habitude est celle-là. Elle peut vraiment créer des tensions familiales importantes. C'est la tendance à donner des conseils non sollicités. Surtout sur comment élever les enfants, sur comment gérer son argent, sur comment cuisiner, sur comment s'habiller, sur les choix de vie, de carrière, de partenaire. Et dans une société qui valorise la productivité, l'indépendance, la jeunesse, les personnes âgées peuvent se sentir progressivement mises de côté. Alors elles cherchent des façons de rester dans le jeu, de maintenir un rôle, une fonction.
Et donner des conseils, même non sollicités, c'est une façon de dire je suis encore là, je compte encore, il y a aussi parfois une dimension de contrôle. Et ces conseils viennent souvent avec une certaine insistance, parfois même une certaine autorité, comme si la personne âgée était convaincue de détenir la vérité. Les enfants adultes, les petits-enfants, les proches se sentent rougets, infantilisés, incompris, et ça génère de la distance, des disputes, des silences. Qu'est-ce qui se passe ici psychologiquement ? Plusieurs choses se mêlent. D'abord, il y a une dimension générationnelle. Les personnes qui vieillissent aujourd'hui ont souvent grandi dans des familles où l'autorité parentale ne se discutait pas, où les anciens avaient un rôle de transmission, de guidage. Elle reconnaît l'intention bienveillante derrière le conseil, elle respecte l'autonomie de celui qui le reçoit et elle évite le conflit. Et pour la personne âgée elle-même, si tu te reconnais dans cette description, je voudrais te dire quelque chose avec douceur. Ton expérience est précieuse. Ton regard sur la vie a une valeur immense. Ce modèle est profondément ancré en elle, mais il y a aussi quelque chose de plus immédiat. Donner des conseils, c'est une façon de rester utile, c'est une façon de dire j'ai encore quelque chose à apporter. Je ne suis pas encore inutile. Et dans une société qui valorise la productivité, l'indépendance, la jeunesse, les personnes âgées peuvent se sentir progressivement mises de côté. Alors elles cherchent des façons de rester dans le jeu, de maintenir un rôle, une fonction, et donner des conseils même non sollicités, c'est une façon de dire je suis encore là, je compte encore. Il y a aussi parfois une dimension de contrôle. Quand on ne peut plus contrôler grand chose dans sa propre vie, on peut être tenté de contrôler ce qu'on peut. Et les vies des proches deviennent parfois ce territoire. Voilà, nous avons déjà traversé 4 de ces 8 habitudes et j'espère que tu commences à percevoir ce que je voulais te montrer dès le début. Derrière chaque comportement agaçant, il y a une logique humaine, il y a un besoin, il y a une histoire et comprendre cette logique, c'est le premier pas vers plus de compassion, tant vers les autres qu'envers nous-mêmes. Prenons un moment ici, respire. Ce que je dis souvent aux familles dans ce cas, c'est ceci. Plutôt que de rejeter les conseils frontalement, ce qui déclenche souvent une escalade, essayez de remercier, d'accuser réception sans forcément vous engager à suivre le conseil. Merci, je vais y réfléchir est une phrase magique. Elle reconnaît l'intention bienveillante derrière le conseil, elle respecte l'autonomie de celui qui le reçoit et elle évite le conflit. Et pour la personne âgée elle-même, si tu te reconnais dans cette description, je voudrais te dire quelque chose avec douceur. Ton expérience est précieuse, ton regard sur la vie a une valeur immense. Ces échanges m'aident à comprendre ce qui vous touche vraiment. La 5e habitude, c'est la méfiance excessive. Méfiance envers les nouvelles technologies, envers les nouvelles personnes, envers les médecins, envers les institutions, parfois même envers les membres de la famille. Cette méfiance peut prendre des formes variées. Mais la transmission la plus puissante ne passe pas toujours par les mots. Elle passe par l'exemple, par la présence, par l'écoute. Et parfois, la chose la plus sage qu'on puisse faire, c'est de laisser les autres faire leurs propres erreurs et d'être là pour eux quand ils en ont besoin. Voilà, nous avons déjà traversé 4 de ces 8 habitudes et j'espère que tu commences à percevoir ce que je voulais te montrer dès le début. Derrière chaque comportement agaçant, il y a une logique humaine. Il y a une histoire et comprendre cette logique, c'est le premier pas vers plus de compassion, tant vers les autres qu'envers nous-mêmes. Prenons un moment ici, respire. Avec l'âge, certaines fonctions cognitives qui nous permettent d'évaluer les situations avec nuance peuvent se fragiliser. La capacité à distinguer les menaces réelles des menaces perçues peut se réduire. Et dans le doute, le cerveau tend vers la prudence, vers la méfiance, c'est un mécanisme de protection primitif qui s'embaille parfois. Mais il y a aussi un niveau psychologique et social. Pense à une personne dans ta vie qui présente peut-être l'une de ces habitudes et demande-toi, qu'est-ce que je comprends différemment maintenant ? Qu'est-ce que je pourrais faire ou dire autrement la prochaine fois ? Si ce contenu t'a apporté quelque chose de précieux, pense à t'abonner et à laisser un commentaire. Dis-moi quelle habitude tu reconnais le plus dans ta vie ou dans celle de quelqu'un que tu aimes. Ces échanges m'ont aidé à comprendre ce qui vous touche vraiment. La 5e habitude, c'est la méfiance excessive. Méfiance envers les nouvelles technologies, envers les nouvelles personnes, envers les médecins, envers les institutions, parfois même envers les membres de la famille. Cette méfiance peut prendre des formes variées. Et cette dépendance peut être vécue comme une menace. La méfiance est alors une façon de se protéger, de maintenir une certaine forme d'autonomie psychologique. Si je ne fais confiance à personne, personne ne peut me faire de mal. Ce que j'ai appris à faire avec mes patients dans ces situations, c'est de ne jamais forcer la confiance. La confiance ne se commande pas. Refus de donner des informations personnelles, conviction d'être surveillé ou manipulé, difficulté à faire confiance aux intentions des autres, interprétation négative des situations ambiguës.
Et pour les proches, c'est épuisant. On essaie d'aider et on se retrouve suspecté. On essaie d'expliquer et on n'est pas cru. On essaie de simplifier la vie de la personne et elle résiste. Il y a plusieurs niveaux de lecture ici. Le premier, c'est un niveau neurobiologique avec l'âge. Certaines fonctions cognitives qui nous permettent d'évaluer des situations avec nuance peuvent se fragiliser. La capacité à distinguer les menaces réelles des menaces perçues peut se réduire. Et dans le doute, le cerveau tend vers la prudence, vers la méfiance. C'est un mécanisme de protection primitif qui s'emballe parfois. C'est la dramatisation ou ce que certains appellent parfois avec un peu de mauvaise conscience faire des histoires. Un petit bobo devient une catastrophe, un léger retard devient une preuve d'abandon. Une remarque anodine devient une blessure profonde. Tout semble amplifié, exagéré, hors de proportion, et les proches se sentent pris en otage. Ils marchent sur des œufs, ils pèsent chaque mot, ils anticipent les réactions. Mais il y a aussi un niveau psychologique et social. Beaucoup de personnes âgées ont été victimes d'arnaques, de manipulations, de situations où leur confiance a été trahie. Et ces expériences laissent des traces. Elles créent un filtre de méfiance qui s'applique ensuite à toutes les situations nouvelles. Il y a également quelque chose de plus existentiel. Quand on vieillit, on devient plus vulnérable. On dépend davantage des autres. Et cette dépendance peut être vécue comme une menace. La méfiance est alors une façon de se protéger, de maintenir une certaine forme d'autonomie psychologique. Si je ne fais confiance à personne, personne ne peut me faire de mal. Ce que j'ai appris à faire avec mes patients dans ces situations, c'est de ne jamais forcer la confiance. La confiance ne se commande pas. Le cortex préfrontal, qui joue un rôle majeur dans cette régulation, peut perdre de son efficacité. Ce qui veut dire que les émotions sont vécues avec plus d'intensité, avec moins de filtres, mais il y a aussi une dimension psychologique. La dramatisation peut être une stratégie d'attachement, une façon de s'assurer que les autres vont répondre, vont venir, vont rester. Quand on se sent seul, quand on a peur d'être abandonné, amplifier les difficultés peut sembler être un moyen efficace d'attirer l'attention et la présence des proches. Ce n'est pas conscient la plupart du temps. Ce n'est pas de la manipulation calculée, c'est une réponse automatique à une peur profonde. Et cette peur, c'est souvent la peur de l'abandon, la peur de devenir invisible, la peur de ne plus compter pour personne. Quand je travaille avec des familles dans ces situations, je leur dis souvent ceci. La dramatisation diminue quand la personne se sent suffisamment sécurisée, quand elle sait que vous serez là même si elle ne crie pas fort, quand elle sait que votre amour n'est pas conditionnel à sa détresse. Ça demande du temps, de la constance et beaucoup de patience, mais c'est possible. Si ce que je partage avec toi résonne, si tu reconnais quelqu'un que tu aimes dans ces descriptions, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Chaque semaine, je partage des réflexions sur la psychologie humaine, les émotions, les relations, pour t'aider à mieux comprendre les autres et toi-même. La 7e habitude, c'est la nostalgie envahissante. De mon temps, c'était mieux. Les gens étaient plus respectueux, les valeurs étaient plus solides, la vie était plus simple. Ce discours, tu l'as probablement entendu. Et s'il peut sembler charmant au début, il peut aussi devenir paissant, surtout quand il s'accompagne d'une dévalorisation systématique du présent et de tout ce que les générations actuelles font ou sont. Ce que la psychologie nous dit sur la nostalgie est fascinant. La nostalgie n'est pas une simple déformation de la mémoire. C'est une fonction psychologique. Elle sert à quelque chose. Elle sert à maintenir un sens de la continuité, à préserver une identité cohérente à travers le temps. Elle sert aussi à réguler les émotions négatives, à trouver du réconfort dans un passé idéalisé quand le présent est difficile. Et le présent, pour une personne âgée, peut être objectivement difficile. La perte de proches, la diminution des capacités, la marginalisation sociale, la confrontation à sa propre finitude. Face à tout cela, se réfugier dans un passé perçu comme meilleur est une réponse compréhensible, mais voilà le piège. La nostalgie envahissante peut devenir un obstacle à la joie du présent. Elle peut empêcher de voir ce qui est beau et précieux maintenant. Elle peut créer des barrières relationnelles avec des générations plus jeunes qui ne se sentent pas compris ou valorisés. Ce que j'aime suggérer, c'est de transformer la nostalgie en pont plutôt qu'en mur, plutôt que de dire « de mon temps, c'était mieux ». On pourrait dire « de mon temps, voilà ce qui était important pour moi et je voudrais te le transmettre ». C'est un changement de posture qui transforme la nostalgie en transmission, les regrets et un héritage. Et pour ceux qui écoutent et qui reconnaissent ce comportement chez un proche, je voudrais te dire quelque chose. La nostalgie de quelqu'un est une invitation à entrer dans son monde, à comprendre ce qu'il a formé, ce qu'il a rendu qui il est. Si tu peux l'accueillir avec curiosité plutôt qu'avec résistance, tu pourrais découvrir des trésors insoupçonnés. Et maintenant, la 8e habitude, celle que je garde pour la fin parce qu'elle est, à mon sens, la plus révélatrice.
C'est le refus de demander de l'aide, ou plus précisément la difficulté à accepter la dépendance. Se lever seul même quand c'est dangereux, refuser l'aide pour les courses, pour le ménage, pour les démarches administratives. Minimiser les difficultés. Dire ça va, je me débrouille quand visiblement ça ne va pas. Pour les proches, c'est une source d'anxiété considérable. On voit quelqu'un qu'on aime prendre des risques inutiles, à refuser de l'aide, s'épuiser à maintenir une façade d'autonomie. Et on ne sait pas comment intervenir sans froisser, sans humilier, sans déclencher une résistance encore plus forte. Ce comportement touche à quelque chose de fondamental dans l'identité humaine. L'autonomie, c'est-à-dire la capacité à se gouverner soi-même, est l'une des valeurs les plus profondes que nous ayons. Elle est liée à notre dignité, à notre sentiment de valeur personnelle. Accepter de l'aide, c'est admettre une limite. Et admettre une limite dans une société qui valorise la performance et l'indépendance peut être vécu comme une humiliation. Il y a aussi une dimension de peur. Peur que si on commence à accepter de l'aide pour une chose, on va finir par en avoir besoin pour tout. Peur de la pente glissante vers la dépendance totale. Peur de perdre le dernier territoire où on est encore maître de soi. Et parfois, il y a une dimension de sacrifice. Certaines personnes âgées ont passé leur vie à donner, à prendre soin des autres, à ne jamais demander. Et demander de l'aide va à l'encontre de toute une identité construite sur la force, le service, l'abnégation. Ce que j'ai appris à dire dans ces situations, c'est ceci. Accepter de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est une forme de sagesse. C'est reconnaître que nous sommes des êtres interdépendants, que nous avons tous besoin des autres à un moment ou à un autre, et que recevoir est aussi un acte d'amour. Parce que quand tu laisses quelqu'un t'aider, tu lui offres la joie de te donner. Mais je sais que ces mots, aussi vrais qu'ils soient, ne suffisent pas toujours à changer une attitude profondément ancrée. Ce qui aide davantage, c'est de proposer de l'aide de façon à préserver la dignité de la personne. Pas tu as besoin d'aide, mais j'aimerais t'accompagner si tu veux bien. Pas tu ne peux plus le faire seul, mais je serais heureux de faire ça avec toi. La façon dont on propose l'aide est aussi importante que l'aide elle-même. Voilà, nous avons traversé ensemble ces 8 habitudes. Et je voudrais maintenant prendre un peu de recul avec toi parce que je pense qu'il y a quelque chose d'encore plus important à dire. Ces 8 habitudes, répéter les mêmes histoires, se plaindre constamment, la rigidité des routines, donner des conseils non sollicités, la méfiance excessive, la dramatisation, la nostalgie envahissante et le refus de demander de l'aide, elles ne sont pas des défauts de caractère. Elles ne sont pas des signes de mauvaise volonté, elles sont des réponses humaines à des défis humains. Elles sont des façons de survivre, de s'adapter, de préserver quelque chose d'essentiel face aux pertes et aux peurs qui accompagnent le vieillissement. Et voici ce que je veux que tu emportes avec toi aujourd'hui. Ces comportements nous parlent de nous-mêmes autant que des personnes âgées qui les manifestent, parce que nous vieillissons tous. Et la façon dont nous regardons ces comportements aujourd'hui dit quelque chose sur la façon dont nous nous préparons ou ne nous préparons pas à notre propre vieillissement. Est-ce que tu as peur de vieillir ? Est-ce que tu as peur de devenir dépendant? Est-ce que tu as peur de perdre ta place, ton utilité, ta valeur? Ces peurs sont universelles. Et les habits dans lesquels elles se manifestent changent selon les personnes et les époques, mais les peurs elles-mêmes sont les mêmes. Alors peut-être que la vraie question n'est pas comment gérer les habitudes agaçantes des personnes âgées dans ma vie, mais plutôt comment voulons-nous vieillir? Quelle sorte de personnes âgées voulons-nous être? Quelle relation voulons-nous avoir avec notre propre finitude, notre propre dépendance, notre propre transformation? Ces questions méritent d'être posées maintenant, pas quand on aura 70 ans. Parce que les habitudes et ce que nous cultivons aujourd'hui, les façons dont nous gérons nos peurs, nos besoins, nos relations, ce sont ces habitudes qui nous accompagneront dans les décennies à venir. Je voudrais aussi dire quelque chose aux personnes plus âgées qui écoutent peut-être cet audio. Si tu te reconnais dans certaines de ces descriptions, je veux que tu saches que je n'ai pas voulu te fouger, jamais. Ce que j'ai voulu faire, c'est mettre des mots sur des comportements qui créent parfois de la distance dans les relations, pour que ces distances puissent être réduites. Pour que les conversations difficiles puissent être abordées avec plus de douceur, pour que les malentendus puissent être dénoués. Et si quelque chose que j'ai dit t'a touché, si tu reconnais en toi l'une de ces habitudes et que tu sens que tu voudrais la changer, je veux te dire ceci, il n'est jamais trop tard. Jamais. La capacité à changer, à grandir, à s'adapter, elle ne disparaît pas avec l'âge. Elle se transforme, parfois elle ralentit, mais elle reste. Et chaque petit changement dans la façon dont on se relie aux autres peut transformer profondément la qualité des relations. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui me semble particulièrement juste dans ce contexte.
On ne peut pas changer le vent, mais on peut ajuster les voiles. Le vieillissement, comme le vent, est une force que nous ne pouvons pas arrêter. Mais la façon dont nous nous y adaptons, la façon dont nous ajustons nos voiles, ça c'est entre nos mains. Je voudrais aussi parler un moment aux aidants, à ceux qui prennent soin d'un parent âgé, d'un conjoint, d'un proche, parce que votre rôle est immense et souvent invisible. Vous absorbez les plaintes, vous écoutez les histoires répétées, vous gérez les résistances, vous naviguez entre les besoins des uns et des vôtres. Et parfois, vous vous sentez coupable d'être agacé, épuisé, à bout. Je veux que tu entendes ceci. Ton agacement est normal, ta fatigue est normale. Prendre soin de soi n'est pas de la vertu, c'est de l'épuisement qui se préparait. Et un aidant épuisé ne peut plus aider personne. Alors s'il y a une chose que je voudrais te demander, c'est de te donner aussi de la compassion. La même compassion que tu essaies de donner à ton proche parce que tu en as besoin aussi, parce que tu le mérites aussi. Et parce que prendre soin de toi, c'est aussi une façon de prendre soin de lui. La bienveillance, j'y reviens souvent dans mon travail, n'est pas une ressource infinie si on ne la renouvelle pas. Comme une source d'eau, elle peut se tarir si on ne la nourrit pas. Et la nourrir, ça passe par le repos, par les moments de plaisir, par les relations qui nous ressourcent, par les espaces où on peut être soi, sans rôle, sans responsabilité. Alors prends soin de toi. C'est un acte de générosité, pas d'égoïsme. Avant de conclure, je voudrais revenir sur quelque chose que j'ai dit au début et qui me semble fondamental. Ces 8 habitudes que nous avons explorées, elles sont aussi un miroir. Un miroir de nos propres peurs, de nos propres besoins, de nos propres façons de nous défendre contre la souffrance. Quand quelqu'un se plaint constamment et que ça nous agace, peut-être que ça nous agace en partie parce que ça touche à quelque chose en nous. Peut-être que nous aussi, nous avons parfois envie de nous plaindre et que nous ne nous le permettons pas. Peut-être que la rigidité de l'autre nous rappelle nos propres rigidités. Peut-être que les conseils non sollicités qu'il donne nous renvoient à nos propres envies de contrôle. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, l'agacement est simplement de l'agacement. Mais souvent, ce qui nous touche le plus profondément chez les autres, c'est ce qui résonne avec quelque chose en nous-mêmes. C'est ce que les psychologues appellent la projection. Et en prendre conscience ne veut pas dire que tout ce que l'autre fait est acceptable. Ça veut dire qu'on peut utiliser notre propre réaction comme une information sur nous-mêmes, plutôt que comme une vérité sur l'autre. Cette capacité à se regarder dans le miroir que nous tendent les autres, c'est l'une des plus belles formes de croissance personnelle que je connaisse. Et elle est accessible à tous, à tout âge. Alors voilà ce que je te laisse aujourd'hui comme une petite graine à planter dans ta réflexion. La prochaine fois qu'un comportement d'une personne âgée dans ta vie t'agace, avant de réagir, pose-toi 3 questions. Première question, qu'est-ce que ce comportement dit de ses besoins non comblés? Deuxième question, qu'est-ce que ma réaction dit de mes propres besoins ou peurs? Troisième question, comment est-ce que je peux répondre à cette situation avec à la fois honnêteté et compassion? Ces 3 questions ne résoudront pas tout, il n'existe pas de formule magique dans les relations humaines, mais elles peuvent créer un espace de réflexion, un souffle entre les stimulus et la réaction. Et dans cet espace, il y a de la liberté, il y a de la sagesse, il y a de la possibilité. Le vieillissement est l'une des aventures humaines les plus complexes et les plus riches qui soient. Elle est faite de pertes certes, mais elle est aussi faite de profondeur, de sagesse accumulée, de capacité à apprécier les choses simples d'une relation au temps qui se transforme. Et si nous apprenons à regarder les personnes âgées avec les yeux de la compréhension plutôt que de l'agacement, nous recevrons d'elles des cadeaux inestimables, parce qu'elles ont traversé des choses que nous n'avons pas encore traversées. Elles ont survécu à des deuils, à des crises, à des transformations que nous ne pouvons qu'imaginer. Et cette traversée laisse des traces, parfois des habitudes agaçantes, oui, mais aussi une richesse intérieure que nous aurions tort de négliger. Je pense à tous ceux qui ont perdu un proche âgé et qui regrettent de ne pas avoir été plus patients, plus présents, plus curieux. Je pense à ceux qui ont encore cette chance d'avoir ces personnes dans leur vie et qui se débattent avec les difficultés que cette présence peut engendrer. Et je veux dire à tous, chaque moment est une occasion. Une occasion de comprendre un peu mieux, d'aimer un peu mieux, d'être un peu plus humain. La vieillesse n'est pas une erreur de la nature, elle est une étape de la vie comme toutes les autres avec ses défis et sa beauté propre. Et la façon dont une société traite ces personnes âgées en dit long sur ses valeurs, sur ce qu'elle considère comme précieux, sur la façon dont elle conçoit l'être humain. Je crois profondément que chaque vie mérite d'être vue, entendue, respectée jusqu'à son dernier souffle. Et que cette vision, cette écoute, ce respect, ce ne sont pas des obligations morales abstraites. Ce sont des actes concrets, quotidiens, qui transforment les relations et qui nous transforment nous-mêmes. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Merci pour ta présence,
pour ton attention, pour ta volonté d'aller chercher un peu plus de compréhension. Là où il serait plus facile de rester dans l'agacement, c'est un acte de courage et je le reconnais. Si ce contenu t'a été utile, si tu en ressors avec un regard un peu différent sur quelqu'un que tu aimes ou sur toi-même, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être un ami qui prend soin d'un parent âgé, peut-être quelqu'un qui traverse une période difficile dans une relation familiale, peut-être quelqu'un qui commence à réfléchir à son propre vieillissement. Ces conversations, quand on les a ensemble, quand on les a avec bienveillance et honnêteté, elles changent des choses. Elles créent de la connexion là où il y avait de la distance. Elles créent de la compréhension là où il y avait de l'incompréhension. Et elles nous rappellent que nous sommes tous fondamentalement dans le même bateau, que nous vieillissons tous, que nous avons tous peur et que nous avons tous besoin d'être vus et aimés. Prends bien soin de toi et on se retrouve dans le prochain épisode.